va faire un point sur tout ça, sur l'enquête. Alors, vous n'allez pas avoir des informations extraordinaires, mais là, vous avez quelqu'un qui a parlé donc ce matin, voilà, qui est très important. Donc, c'est le colonel Patrick Pégeot, hein, Vincent Derosier. donc, qui était en direct sur RTL ce matin. Cédric Jubilard a avoué, après avoir nié pendant 5 ans et demi, il a avoué à la justice avoir étranglé sa femme Delphine lors d'une dispute dans leur maison. C'était la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et le procès de Cédric Jubilard, prévu au mois de septembre, est donc renvoyé au premier semestre 2027. Le colonel Patrick Pégeot est avec nous dans ce studio. Bonjour à vous. Bonjour. Colonel, chef du suivi des opérations judiciaires pour la gendarmerie nationale. Alors on va parler avec vous bien sûr de cette enquête hors norme de près de 6 ans. Mais d'abord, je voulais qu'elle se taise. Je l'ai attrapée par le cou, je l'ai serrée, elle est tombée inerte. Ces aveux de Cédric Jubilard lors de son audition sont-ils crédibles selon vous ? Alors ça, c'est l'enquête qui va le démontrer. De toute façon, nous avons été saisis d'une nouvelle commission rogatoire par la juge d'instruction qui va permettre aux enquêteurs de la gendarmerie, et plus particulièrement ceux de la section de recherche de Toulouse, de déterminer et de confronter les déclarations de Cédric Jubilard à la réalité des témoignages et des faits qui seront relevés. Et donc ensuite, nous apporterons ces conclusions lors du procès qui se tiendra au premier semestre 2027. Parce qu'il raconte également avoir un Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça répond à la question comme disait, voilà, donc c'est exactement ça, donc il faut d'abord les investigations, bien sûr, tout ça, puis après c'est au procès qu'on décidera, voilà, s'il y a préméditation, intention ou pas. Improvisé, avoir placé le corps dans le coffre de la voiture et avoir roulé sans destination précise sur la route qui menait à Cordes-sur-Ciel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le travail des enquêteurs va être de confirmer ou d'infirmer les déclarations de Cédric Jubilard, de comprendre comment Delphine Ossagen a été tuée, à quelle heure, la manière dont elle a été tuée et est-ce qu'il y avait préméditation ou pas. En tout cas, est-ce que ce récit qu'il fait correspond au travail de vos enquêteurs pendant toutes ces années, même si vous le dites, c'est l'enquête qui va le dire ? Ça, de toute façon, c'est compliqué de se positionner là-dessus. L'idée, c'est pas d'anticiper sur les futurs actes d'enquête, mais de vraiment mener une enquête avec le professionnalisme et la rigueur des enquêteurs de la gendarmerie nationale. Vous avez parlé de préméditation, c'est la question. Pour l'instant, lui décrit une explosion de colère. Oui, c'est ce qu'il décrit, vous avez raison. Vous avez le sentiment qu'il a tout dit aujourd'hui ? Ah, ça, lui seul le sait et le reste de l'enquête le déterminera. En fait, le travail d'enquêteur n'est pas un travail de sentiment. Nous n'avons pas à avoir des sentiments par rapport à ça. Nous devons regarder les faits de manière impartiale, de manière professionnelle, de manière rigoureuse. Et ensuite, nous rendrons nos conclusions lors du procès. Pour prendre un exemple, un seul, il y a ce téléphone de Delphine Jubilard qui n'a jamais été retrouvé. Lui dit l'avoir jeté dans une poubelle à 50 mètres de la maison avec une paire de boots et un manteau. Oui, tout à fait. Ensuite, à voir si c'est crédible ou pas. Il y a un certain nombre... Vous savez, c'est une enquête où il y a eu 15 000 actes de procédure, 27 tomes d'instruction. Donc, on a déjà beaucoup enquêté. C'est une enquête qui a duré pendant 3 ans avec une dizaine d'enquêteurs de la section de recherche de Toulouse. Donc, tous ces actes vont être confrontés aux déclarations de Cédric Jubilard. Très très important. Donc ça c'est quelque chose que je vous avais déjà dit. Je vous avais dit donc l'enquête a réouverte, mais quand une enquête réouvre comme ça, on repart pas à zéro. On va s'appuyer. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Maintenant qu'on a quand même une partie donc, du scénario, enfin du moins amené par Cédric Jubilard, aujourd'hui les enquêteurs ils ont une matière énorme de vérification par rapport à tout ce qu'il va dire. On est le 5 décembre 2020, donc 10 jours avant la disparition de Delphine Jubilard. Les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse, qui sont à la manœuvre depuis le début de cette enquête, ils ont voulu en fait analyser les déplacements de Cédric Jubilard entre le 5 décembre et 15 décembre, date à laquelle elle disparaît. Et pour cela, ils ont étudié minutieusement la téléphonie, le bornage de son téléphone. Première constatation, Cédric Jubilard, en tout cas le téléphone, il n'y a aucun déplacement en dehors du département. Mais ce qu'on apprend, en revanche, avec cette nouvelle lecture, avec ces nouveaux éléments, notamment de lieu, c'est que le 5 décembre, donc 10 jours avant la disparition de Delphine Jubilard, ce téléphone, il est géolocalisé à plusieurs endroits et au moins une fois à 6h12 au pied de la départementale 600. Et rappelez-vous que la départementale 600, eh bien, on est à quelques centaines de mètres du champ dans lequel ont été découverts les ossements de Delphine Jubilard. Il y reste quelques minutes,
très très peu de temps. Il y a d'autres points GPS qui ont été notés. Donc ce téléphone qui est sans doute dans la main de Cédric Jubilard, eh bien il y a une espèce d'itinérance qui se crée. Les questions qui se posent maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il était à ce moment-là, à cet endroit-là. Plusieurs réponses. Est-ce qu'il y a eu des repérages? Et là, on avance évidemment la thèse de la préméditation. Ça se profile en filigrane. Est-ce qu'il y allait travailler? Est-ce qu'il était de passage? Est-ce qu'il rencontrait quelqu'un? Donc ça, ce sont toutes les questions auxquelles, eh bien, on le suppose, il va devoir répondre lors d'une prochaine audition. Et ce que l'on sait, c'est qu'il a déjà commencé à amorcer cette question, puisque lors de son audition, quand on lui demande de s'expliquer devant la présidente de la cour d'assises la semaine dernière, eh bien, il dit qu'il roule cette nuit du 15 au 16 décembre et qu'il a souvenir d'un endroit où il y a un monticule. Donc, finalement, quand on lit entre les lignes, c'est qu'il y est déjà allé. Ouais. Donc, forcément, là, il commence déjà à préparer cette défense. Donc, il va devoir quand même, on pense, se réexpliquer sur ce déplacement. Dans quelle mesure? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend bien que oui, ça, il ne pourra pas le cacher. Comme quoi, cet endroit, il le connaissait. Pourquoi il ne peut pas le cacher? Parce que vous avez le témoignage de Jennifer, parce que vous avez beaucoup de choses qui permettent de le dire, ces points GPS, tout ça. Mais il va falloir prouver qu'il est allé parce que c'était pour opérer un endroit pour après dissimuler le corps. Ça, c'est la grosse différence. On peut très bien connaître un endroit, y passer, s'arrêter, mais après, il faut arriver à le prouver, tout ça. Donc, en fait, il aura fallu qu'une question. Donc, de la juge désignée donc, par la cour d'assises de Haute-Garonne pour que Cédric Jubilard donc, déroule son récit. À peine lui dit-elle, en fait ça a commencé comme ça, elle lui dit « je vous écoute ». Alors il répond de suite « je reconnais les faits, je reconnais être l'auteur donc, de la disparition de ma femme ». Donc condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance donc, pour le meurtre de sa femme, donc Delphine, hein, donc, comme vous le savez. Et là c'était donc le 15 juillet, pour la première fois donc, depuis ses aveux formulés donc, par une lettre d'avocat. Donc là il était reçu donc, par la magistrate. Donc, devant la magistrate, selon le procès verbal de son audition, que c'était France Info a pu consulter donc, le mardi 21 juillet, donc, qui avait été donné aussi par Le Parisien, donc, pour citer toutes les sources. Donc, il raconte ce qui se serait passé donc, durant la nuit donc, du 15 au 16 décembre 2020. Il affirme ainsi s'être endormi autour de 22h30, après que Delphine et leur fils aîné sont venus lui faire un câlin dans le lit. Et là, il dit ça. Il dit « Je dormais mal depuis quelque temps. Je me réveillais souvent la nuit et j'allais fumer une cigarette pour me détendre car j'étais stressé. » Il ajoute qu'à l'époque, il parlait donc de divorce avec Delphine, qu'ils vivaient sous le même toit, mais que l'ambiance était toxique et nauséabonde. Il va dire, il dit s'être réveillé vers 1h30 du matin, cette nuit-là. Il dit « Je suis allé dans le salon et Delphine m'a tout de suite dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Puis il explique que Delphine lui aurait montré furtivement donc, une photo d'elle un peu sexy, avant donc, de l'insulter et de lui lancer « T'es qu'une merde, un toxico de merde, je fais bien de me barrer, personne ne voudra de toi. » C'est ensuite qu'elle lui aurait lancé, toujours selon ses dires, « Maintenant, j'ai plus rien à perdre, je peux te l'avouer, j'en ai trouvé un qui me fait mieux l'amour que toi. » Donc des propos qui auraient fait dégoupiller, vriller Cédric Jubilard. Il dit « Je voulais qu'elle se taise, dit-il, je l'ai attrapée par le cou et j'ai serré. Je disais « Tais-toi, tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. » Il explique à cet instant, il a préféré regarder ses pieds pour ne pas croiser le regard de son épouse, à qui il faisait face. Puis, Delphine est tombée, inerte. Il aurait alors répété en boucle « Tais-toi ». Presque une trentaine, ou il se souvient plus trop, une trentaine, une quarantaine de fois. « Tais-toi, tais-toi ». Selon son récit, il aurait aussi fallu quelques instants pour réaliser qu'il venait donc de tuer la mère de ses enfants. Il raconte avoir été en panique et tétanisé. Et là, il dit « Je me suis dit qu'il ne fallait pas que mes enfants voient leur mère comme ça et qu'ils allaient m'en vouloir. » À ce moment-là, Cédric Jubilard se dit qu'il faut qu'il la cache. Il aurait alors chargé Delphine sur son épaule et l'aurait déposée dans le coffre de leur voiture, qu'il aurait dans un premier temps fait rouler au point mort pour éviter donc, de réveiller les voisins. Donc voilà, phare éteint, tout ça. C'est en bas de la rue qu'il aurait donc démarré le moteur. Je ne savais pas où aller, je n'avais pas d'objectif précis, dit-il. Cédric Jubilard précise avoir conduit jusqu'à la route de Cordes-sur-Ciel et s'être rappelé
avoir vu donc des monticules de terreau sur un chantier et je me suis dit que j'allais la mettre là. Il raconte comment il a procédé, avoir déposé le corps. Alors écoutez bien, avoir donc déposé le corps, creusé le terreau à main nue, comme il le pouvait, sans outils, puis l'avoir recouvert avec le terreau des deux monticules. Je pensais vraiment qu'on allait la retrouver avant. Je suis très étonné que cela n'a pas été le cas. Donc il dit ça. Il explique être ensuite rentré chez lui, avoir vérifié que les enfants dormaient bien et avoir vu le téléphone de sa femme. Là, il dit, je l'ai pris avec une paire de boots et un manteau à elle et j'ai tout jeté dans la poubelle d'un voisin à 50 mètres de la maison. Le téléphone de Delphine, donc, qui a borné jusqu'à 7h48 donc, le matin, puis après il s'est éteint définitivement, il ne se rallumera jamais, n'a jamais été retrouvé. Tout comme la doudoune blanche non plus. Hein. Alors, de quelques mots, il raconte avoir réalisé qu'il avait commis donc quelque chose d'abominable, mais s'être enferré dans son mensonge. Toujours devant la magistrate, Cédric Jubilard a aussi donné donc, des informations précises concernant la localisation du corps, notamment avec ce fameux croquis, où, bien sûr, vous le savez, une infime donc, partie des ossements seront retrouvés donc, le lendemain de cette audition. Voilà ce qu'il a dit, à peu près. Donc, on va analyser tout ça. Déjà, je vous mets dans le contexte. Donc, ce texte n'est pas un aveu spontané. Hein. Donc, c'est arraché. C'est pas un aveu arraché dans une garde à vue, sous la pression ou pendant un interrogatoire un peu musclé. C'est un récit donc transmis par écrit d'abord à ses avocats donc le 6 juillet 2026, puis développé oralement. Donc, c'était devant Valérie Noël, donc magistrate désignée par la présidente donc, de la cour d'assises de Haute-Garonne pour recueillir ses explications. Donc cette précision de calendrier et de procédure, donc ce n'est pas un détail administratif, hein, c'est un récit qui est préparé et transmis, n'a pas la même valeur, si vous voulez, dans l'appréciation de sa sincérité qu'un aveu spontané. On le garde à l'esprit pour toute la suite, c'est important. Ça, c'est vraiment pour se mettre dans le contexte, voilà, le véritable contexte. Sa première phrase, d'ailleurs, mérite qu'on s'y arrête avant même d'entrer dans le récit de la nuit. Il dit d'abord « Je reconnais les faits et être l'auteur de la disparition de mon épouse ». Il ne dit pas « je reconnais l'avoir tué ». Il ne dit pas « je reconnais le meurtre ». Il dit « l'auteur de la disparition ». Ça, c'est important. C'est un choix de mots qui reste, dès la première phrase, en retrait par rapport à la portée réelle de ce qu'il va ensuite décrire. Il dit « je vous demande de garder ça en tête ». Vraiment. Là, voilà. Parce que tout le texte va osciller entre des formulations qui minimisent les détails et des détails qui, eux, ne mentent pas. C'est pour ça que c'est important. Donc il a déclaré, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, je me suis couché vers 22h30. Le petit et Delphine sont venus me faire un câlin dans mon lit et je me suis endormi. Donc là, rien à signaler juridiquement sur cette ligne seule, mais elle installe déjà une image de normalité. Une normalité domestique, si vous voulez. Dans les minutes qui précèdent ce qu'il va décrire ensuite, un contraste qui aura son importance. Comme vous avez entendu tout à l'heure, le contraste, il est quand même fort. C'est-à-dire qu'on passe de 22h30, Delphine et le petit qui viennent faire un câlin pour lui souhaiter bonne nuit, à il se lève et qu'est-ce que tu fous là, tout ça. Donc, vous voyez le contexte. Au réveil. Donc là, il dit, je me suis réveillé dans la nuit vers 1h ou 1h30. Je dormais mal depuis quelque temps. Je me réveillais souvent la nuit et j'allais fumer une cigarette car j'étais stressé. On parlait de divorce avec Delphine. Alors là, il installe ici un mobile de fond. Il faut bien comprendre. Là, il installe le mobile. Le stress lié à la séparation. Juridiquement, donc un état de stress. Par contre, il faut bien comprendre que ça n'a aucune valeur juridique. C'est une explication de contexte. Pas une circonstance atténuante reconnue en tant que telle devant l'appréciation de la Cour. C'est pour ça que c'est important. Il déclare « Je suis allé dans le salon et Delphine m'a tout de suite dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Je lui ai répondu « Qu'est-ce que ça peut te foutre? Comme tu as demandé le divorce, je n'ai plus de compte à te rendre. » Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, un échange sec, mais purement verbal. C'est le point donc, de départ de l'escalade qu'il décrit lui-même. Rien à ce stade qui engage sa responsabilité pénale au-delà de la description d'une dispute conjugale ordinaire dans un contexte de séparation conflictuelle. Ça, c'est important. Il dit bien, Delphine Ossaguel lui a brandi donc son téléphone.
Et là, il dit, j'ai eu l'impression que c'était une photo d'elle un peu sexy. Donc quand on connaît le dossier, je vous rappelle, hein, il a accès au dossier. Il reste volontairement flou donc sur ce qu'il a vu exactement. Il dit, j'ai eu l'impression, c'est une formulation prudente, presque défensive, donc qui laisse la porte ouverte à une interprétation plus grave, sans l'affirmer frontalement. Alors, on essaye comme ça, juste les phrases, et après on reviendra, vous inquiétez pas, sur tout, sur le selfie, sur machin, sur tout ça. On reviendra sur tout ça et on fera les par rapport à ce qu'on sait de l'enquête. Là, on fait juste le texte, on analyse, on essaie de se mettre dans le contexte de compréhension. Puis, vous avez l'escalade et les insultes. Il dit, c'est parti en insulte, elle m'a dit, t'es qu'une merde, un toxico de merde, je fais bien de me barrer, personne ne voudra de toi. Donc il attribue l'intégralité de l'agressivité verbale à la victime à ce stade du récit. C'est une construction narrative à noter. Dans son propre texte, c'est elle qui insulte, lui qui répond. Elle encore qui insulte, plus violemment, de plus en plus, ça monte crescendo. Et on observera si cette répartition reste cohérente sur l'ensemble du récit. C'est-à-dire que sur l'ensemble du récit, il va pas dire, par exemple, quand elle m'a dit ça, moi j'ai dit t'es qu'une machin, ou je l'ai pas insulté, tout ça. Non. C'est vraiment elle qui insulte, du début à la fin, et lui, la seule réaction qu'il a, ça va être la strangulation. Dans son récit, c'est ça. Il ne dit pas j'ai répondu ça, ou on s'est pris la tête, machin, moi aussi j'ai insulté, c'est monté en puissance. Non, non. C'est, il arrive dans le salon, il se fait insulter. Maintenant, je peux te l'avouer, donc c'est ce que Delphine lui aurait dit, maintenant je peux te l'avouer, j'en ai trouvé un qui me fait mieux l'amour que toi. Et ça, c'est la phrase qu'il présente comme cause directe de son geste. Donc sur le plan juridique aussi, humiliante soit-elle, une provocation verbale n'efface jamais l'élément intentionnel d'un homicide. Sur le plan, je me répète, sur le plan juridique, on peut dire la phrase la plus insultante qui soit, une provocation verbale n'efface jamais l'élément intentionnel d'un homicide. Elle peut tout au plus être invoquée dans l'appréciation de la peine par la cour. Voilà, ça peut être une appréciation, mais en aucun cas, c'est un élément, sur le plan juridique, hein, je parle, intentionnel d'un homicide. Voilà. Donc, jamais comme exonération de la qualification pénale elle-même. Ce qui veut dire que cette phrase-là n'est pas c'est pas une excuse qui permet de donner intentionnellement la mort à quelqu'un. Voilà. Le mobile revendiqué. Il dit « Je voulais qu'elle se taise. Je l'ai attrapée par le cou, je l'ai serrée en lui disant « Tais-toi ». Donc ça, c'est la phrase sur laquelle repose toute la stratégie de la défense. Un mobile de contrainte, ça s'appelle. C'est faire taire. C'est pas tuer, c'est pas une action de tuer. C'est pour ça que je vous dis, chaque mot est très important. Et je vous dis, une déclaration comme ça, c'est une déclaration qui est préparée à l'avance. Quand il dit « je voulais qu'elle se taise, je voulais la faire taire », on n'est pas dans quelque chose, je l'ai tuée, je voulais la tuer, je voulais la faire taire. Donc l'intention n'est pas de tuer, l'intention c'est de faire taire la personne. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment la phrase où repose toute la stratégie de la défense. C'est le fondement même de la thèse donc, des coups mortels, c'est ce qu'on appelle des coups mortels. Donc ça c'est prévu à l'article 222.7 du code pénal, c'est des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et ça rentre là-dedans. Le geste, la position et le regard. Ça, c'est une phrase très 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 importante. Quand je faisais ça, elle était en face de moi. Je me souviens que je regardais mes pieds car je ne voulais pas croiser son regard. Ça, c'est un détail super important. On se dit, soit c'est un détail qu'il n'y a que la personne qui fait ça et qui a vécu la chose pour se dire je ne voulais pas croiser son regard. Et c'est quelque chose, c'est un détail où on peut se dire ouais, c'est vraiment un détail intéressant. Mais quand on l'analyse juridiquement, ça prend un sens complètement différent. Deux informations dans cette phrase. D'abord, la position est tranchée sans ambiguïté, face à face. Ça, c'est important. Face à face. Ensuite, ce détail d'un regard détourné est à double lecture. C'est-à-dire que pour la défense, c'est un signe de dissociation, c'est-à-dire d'un homme dépassé par son propre geste. Pour l'accusation, la preuve qu'il savait au moment même
que ce qu'il faisait était suffisamment grave pour ne pas pouvoir soutenir aussi le regard de sa victime. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il peut avoir donc ces deux lectures. C'est-à-dire que la défense va dire, ben oui, vous voyez, il ne regardait pas. Donc c'est un signe de dissociation, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment la faire taire. Il n'est pas dans l'intention de donner la mort. Mais je vous dis, l'accusation va se servir aussi de cet élément-là pour dire, ben, la preuve qu'il savait qu'il était en train de la tuer parce qu'il n'a pas osé la regarder. Voilà, vous comprenez, c'est à double sens. Le geste, la répétition, ça c'est important. La phrase la plus lourde pour moi dans le texte, elle est tombée inerte. Alors, elle est tombée inerte, ça veut dire que bon, elle s'est écroulée. Je me souviens aussi que je serrais et je répétais en boucle 30, 40, 50 fois, je ne sais pas. Tais-toi. Donc pendant, il disait tais-toi, tais-toi, tout en maintenant la strangulation. Arrêtons-nous là, sur cette ligne, parce que c'est ce qui va peser le plus lourd au procès. Ce n'est plus un geste bref ou un réflexe d'une seconde. Je mets un coup de poing, la personne elle meurt sur le coup, je ne voulais pas donner la mort, tout ça. Là on est sur une strangulation. Donc il y a une lecture très complexe. On est sur le cadre juridique. Juridiquement, l'article donc 221 du Code pénal, qui définit donc le meurtre, n'exige pas que l'auteur ait voulu la mort au sens strict et conscient du terme. Il suffit qu'il ait eu conscience ou qu'il ait dû avoir conscience. Selon le critère donc, de prévisibilité objective posé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, donc c'était un arrêt donc, qui date du 10 juin 2026, donc c'est assez récent, que son geste pouvait donner la mort. C'est-à-dire, pour vous traduire ça, s'il a conscience que son geste peut entraîner la mort, on est dans une intention de donner la mort. Voilà. Ça c'est pour vous traduire ça. Juridiquement, hein, un geste répété une seule fois peut relever de l'inconscience du danger. Un coup de poing, je jette la personne, elle va se taper la tête, voilà. Là, on est sur un geste inconscient. À partir du moment où le temps nous permet de prendre conscience, c'est-à-dire c'est un temps long sur une strangulation, et que le temps nous permet de prendre conscience qu'on peut donner la mort à une personne, on est dans l'intention de donner la mort. Il a fallu quelques instants pour réaliser que je venais de tuer la mère de mes enfants. Je suis en panique, je suis tétanisé. Ça, c'est la seule ligne de tout le texte qui va clairement dans le sens d'un homme dépassé, sidéré par son propre geste. Elle mérite d'être citée pour ce qu'elle est, mais elle va être immédiatement mise à l'épreuve par ce qui suit. Écoutez bien. Donc je vous répète cette phrase. Il m'a fallu quelques instants pour réaliser que je venais de tuer la mère de mes enfants. Je suis en panique, je suis tétanisé. Et là, de suite, dans ses aveux, il y a une contradiction interne, directe. Il dit, je me suis dit qu'il ne fallait pas que mes enfants voient leur mère comme ça et qu'ils allaient m'en vouloir. Je me suis dit qu'il fallait que je la cache. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que il est... Voilà. Donc, ça, c'est une contradiction. Je vous explique. Voici la contradiction interne la plus nette de tout le texte. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 phrases, il passe de « je suis sidéré, tétanisé » à un raisonnement structuré en plusieurs étapes. Anticiper la réaction de ses enfants, anticiper ce qu'il verrait et décider activement de dissimuler le corps. Donc ce n'est pas un enchaînement compatible, si vous voulez, avec une sidération et être tétanisé. Et en plus, c'est une sidération qui dit donc réelle et prolongée. Et on ne peut pas être simultanément incapable d'agir et capable de construire dans la foulée un raisonnement anticipatif à plusieurs étapes sur les conséquences pour ce qui va se passer pour Delphine. C'est pas possible. Entre dans la chambre pour lui dire bonne nuit. Ils échangent un câlin avec Louis, puis tous les deux repartent ensemble. Ils retournent s'installer sur le canapé dans le salon pour regarder la suite de La France a un incroyable talent. La lumière de la télévision éclaire doucement la pièce, tandis que Cédric reste seul dans sa chambre. Ok, donc là on est à 22h30, lui dit qu'il se lève, donc là il s'endort, à ce moment-là il s'endort, et il va se relever donc à entre 1h et 1h30. Donc ça c'est très important parce que il y a un témoignage très important, c'est-à-dire que Louis, donc le fils de Cédric Jubilard, je vous laisse regarder la suite, plongé dans la pénombre et le silence qui s'installe autour de lui. C'est dans ce moment-là, isolé et immobile, qu'il commence à façonner en lui son plan funeste.
À 22h55, Louis, 6 ans, part se coucher tandis que Delphine échange ses derniers messages avec son amant. Aux alentours de 23h, il dit avoir entendu son père se lever et l'avoir aperçu depuis l'embrasure de la porte. Son témoignage sera reconnu. Voilà. C'est-à-dire que Louis, dans ses témoignages, dit se relever et voir son père. Donc se lever, voir son père, donc ça sera sur trois auditions évolutives. Voir son père donc se lever, voir son père empoigner sa mère et se disputer. Donc pourquoi c'est important? Parce que lui, il dit qu'à ce moment-là, il dormait. Donc, le problème qu'il y a avec ça, c'est que ça va remettre en avant le témoignage, parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le témoignage de Louis, en première instance, c'est la clé de voûte en fait de l'enquête, du faisceau d'indices. C'est-à-dire que c'est le témoignage donc, de son fils qui le voit se relever. Et ça, dans le faisceau d'indices, c'était très important. Son témoignage était très très important. Moi, j'étais content parce que je me suis dit, bon, maintenant qu'il a avoué en appel, bon, on sait qu'il a avoué, donc il s'est relevé, donc finalement, son témoignage sera moins important. Sauf que là, son témoignage va redevenir important, puisque en disant qu'il s'est relevé entre 1h et 1h30, ça veut dire que c'est comme s'il disait que son fils mentait, que ce qu'il avait vu n'était pas bon. Ou il va redire ce qu'il a dit, il a confondu. C'est vrai qu'on s'était disputé au mois d'octobre, ou je ne sais plus quand, mais voilà. Donc ça va remettre le problème, c'est que là, Louis va devoir, alors je sais pas, il était prévu qu'il témoigne, mais avec les aveux, donc je m'étais dit peut-être qu'il ne viendra pas témoigner. Mais là, peut-être qu'il va vouloir témoigner pour bien dire que non, moi j'ai vu mon père se lever à 23h. Et moi, c'est voilà. Et en faisant ça, si jamais c'est purement stratégique, son scénario, pour moi, ça c'est un élément qui me dit que les aveux, qui fait ça pour ses enfants, en mettant en doute le témoignage de Louis, pour moi, si son scénario est faux, s'il ment sur ça, ça veut dire que ses aveux n'étaient pas faits au fond pour ses enfants, puisqu'en disant ça, il dit clairement à tout le monde, mon fils il ment, quoi. Vous comprenez? Minuit 7. L'interface du téléphone de Delphine Jubilard, un Huawei P30 Pro, s'allume. Le téléphone sort de veille. Les journaux techniques révèlent une activation de l'interface, événement que les ingénieurs Huawei qualifient d'action strictement humaine. Pour que cette trace existe, il faut que l'écran soit allumé, que le téléphone ait été déverrouillé, que l'utilisateur soit arrivé sur l'écran d'accueil. L'expertise écarte tout phénomène automatique à cette minute précise. Le téléphone est manipulé par un humain. Voilà. Donc le téléphone est manipulé par un humain. Ça, on le sait. Donc, si c'est manipulé par un humain, si on suit ce que dit Cédric Jubilard, ça veut dire que c'est Delphine Jubilard, donc qui utilise ce téléphone. Sinon, si c'est pas Delphine Jubilard, c'est lui. Et ce qui voudrait dire que si c'est lui à ce moment-là, ça veut dire que Delphine Jubilard a été tuée donc entre 23h et minuit 7. Et on va voir ce qui a été fait sur ce téléphone. Deux minutes plus tard, à minuit 9, une nouvelle trace apparaît. WhatsApp est ouvert. Les experts judiciaires confirment que l'application est lancée au premier plan. Aucun processus interne ne peut imiter ce lancement. Une action manuelle est nécessaire, appui sur l'icône ou navigation volontaire. Le téléphone est donc déverrouillé et activement utilisé, toujours dans le même périmètre géographique. À minuit 11, les données montrent une continuité de l'activité WhatsApp entamée à minuit 9. Le téléphone reste allumé, l'application demeure ouverte et opérationnelle. Cette séquence indique une utilisation prolongée sans interruption technique. Aucune trace d'activité interne supplémentaire n'est rendue publique. Mais, à 1h03, une nouvelle activation est enregistrée. L'interface du téléphone se réactive. Comme à minuit 7, les experts sont formels. Le déverrouillage du terminal est indispensable pour produire ce type d'événement. L'appareil est pris en main pour la deuxième fois dans la nuit. Les opérateurs indiquent qu'ils ne quittent toujours pas la zone du domicile. À 1h33, une trace importante apparaît. La caméra du téléphone se met en marche. Les experts Huawei précisent que ce type d'événement exige un déverrouillage préalable, correspondant à une action manuelle.
ne peut être déclenché par une notification ou une fonction automatique. La caméra peut être ouverte, soit via WhatsApp, soit via l'application caméra interne du téléphone. Dans les deux cas, il s'agit d'un usage direct, assumé, nécessitant la manipulation du terminal. À 1h34, quelques dizaines de secondes après l'activation de la caméra, l'appareil retourne à son écran d'accueil. Ce retour caractérise une fermeture volontaire de la caméra ou une extinction manuelle de l'écran. L'expert judiciaire souligne qu'il s'agit d'un comportement cohérent avec une utilisation humaine. Démarrer la caméra, puis refermer l'application. Il dit, elle m'a montré une photo, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut montrer la photo? Donc c'est à l'allumage de la caméra WhatsApp. On sait que la photo, si on reste sur le selfie, c'est envoyé par Snapchat. C'est pas envoyé par WhatsApp. Donc on aurait pu se dire, à 1h34, vous savez, vous allez des fois sur la caméra, vous avez la galerie là juste en dessous de la caméra, et c'est à ce moment-là qu'elle aurait montré la photo, peut-être, et donc à partir de 1h34, commence la dispute, et voilà. Donc ça peut rentrer dans le scénario comme ça. Sauf que ce selfie, si on parle du selfie sexy envoyé le soir, ce soir-là, parce qu'il a accès au dossier, il sait exactement, et si on parle de ça, ça ne correspond pas. Après, je pense que son scénario est fait par rapport à ça. Par rapport, si jamais c'est purement stratégique, attention. Après, ça peut rentrer dans, voilà, ça peut complètement rentrer dans ce qu'il dit aussi. À se dire, voilà, bon, à partir d'1h34, il se passe ça, mais ce sont tous les mouvements sur le téléphone qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire qu'il y a du scrollage, mais il n'y a pas d'envoi de message, il n'y a pas de... voilà. Ce sont des mouvements qui ressemblent plus à quelqu'un qui va fouiller un portable, à la rigueur, qui va vérifier des messages, plus qu'à quelqu'un où vous avez votre propre téléphone et vous allez, je sais pas, allumer votre téléphone pour envoyer un message, pour faire des actions, aller sur une application, tout ça. Là, non. Là, ça ouvre WhatsApp, donc surtout de minuit 9 à minuit 11, et ça scrolle ça scrolle, quoi. Donc c'est plus, voilà, tout va se jouer un peu là-dessus. Moi je pense qu'il s'est appuyé là-dessus, mais pourquoi? Et c'est la question qu'il faut se poser. Si jamais il est parti dans une stratégie de scénario, pourquoi cette plage horaire-là? Pourquoi il fait passer, pourquoi il tient plus compte du témoignage de Louis? Pourquoi il tient plus compte des voisines? Pourquoi il tient plus compte de la téléphonie? Alors je me dis peut-être parce que s'il est en état de sidération, étant tétanisé par ce qui vient de se passer, le fait d'aller directement sur le téléphone de vérifier des choses, ça coïncide pas non plus avec ce qu'il dit avant sur l'intention. Je sais pas. Ça fait plus penser à un plan de vérification, de choses comme ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Hein. Je suis pas là en train de... Je vous amène les éléments et on imagine les deux scénarios, s'il ment ou s'il ment pas, quoi. Et s'il ment pas, ça peut rentrer, si vous voulez, dans les cases. Sauf que ça sera très dur au procès. C'est-à-dire, excite témoignage de Louis, excite les voisines, excite la téléphonie, les mouvements sur le téléphone. Donc pourquoi il partirait là-dessus? Pour moi, ça va être très compliqué pour lui. Mais aussi un créneau horaire possible pour la dissimulation du corps. Mis bout à bout, ces données permettent d'affiner la chronologie et de poursuivre le scénario avec davantage de cohérence. L'étude de la téléphonie met en évidence 3 plages horaires distinctes. La première s'étend de minuit 9, moment où l'application WhatsApp s'active, à 1h03, heure de l'ouverture de l'interface, un créneau de 54 minutes. Le deuxième va de 1h03 à 1h33, correspondant à l'activation de la caméra WhatsApp, soit un créneau de 30 minutes. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous laisser ça à l'image. Ça, voilà, ce sont les 3 plages horaires. C'est-à-dire que à partir du moment où le téléphone, on sait qu'il reste dans la zone du domicile, ça veut dire que Delphine, que ce soit Delphine ou lui, dans tous les cas, il est encore au domicile. Ça, c'est une obligation. Le téléphone ne peut pas s'allumer tout seul. Donc, dans tous les cas, la première plage horaire, donc entre minuit 9 et 1h03, forcément, ça fait que 54 minutes. Physiquement, il ne peut pas, dans cette plage horaire, donc
tuer Delphine, la sortir, la mettre dans la voiture, aller dissimuler le corps, voilà, c'est infaisable. Après, on arrive à 1h03. De 1h03 à 1h33, il y a 30 minutes. Alors là, c'est encore pire. 30 minutes, c'est pas possible. Et on arrive sur la troisième plage horaire. C'est-à-dire la troisième plage horaire, c'est à partir de 1h33 où il ne se passe plus rien sur le téléphone, jusqu'à 4h09, c'est l'heure où il va appeler les secours, les gendarmes. Donc c'est la plage qui dure de 2h36. Donc c'est dans cette plage horaire-là, où pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est là où il a le plus de temps pour aller dissimuler le corps. Mais si on se base sur ce que dit Louis, donc que la dispute commence à 23h, ce qui veut dire que pour moi, le moment où il va tuer Delphine se passe entre 23h et minuit 9. Ça laisse une bonne heure. Enfin, une dernière plage beaucoup plus large, de 1h34 à 4h09, heure de l'appel de Cédric Jubilard à la gendarmerie, représente 2h36 d'activité non expliquée, pour moi la plus grande plage horaire. Les expertises indiquent par ailleurs que le téléphone ne se déplace jamais. Les signaux montrent qu'il reste constamment au même endroit. Cela signifie qu'il se trouve dans un rayon compris entre 300 mètres et 2 km à peu près du domicile, un élément déterminant pour la suite de la reconstitution. Avec ces données, plage horaire, activité téléphonique et localisation fixe, nous pouvons désormais déterminer le scénario avec un cadre temporel et géographique beaucoup plus précis. Voilà la conclusion. La conclusion, c'est que le meurtre, donc, comme je vous disais, a lieu donc, entre 23h15, j'avais mis un quart d'heure parce que le temps de la dispute, tout ça, et 0h06 parce qu'à 0h07, vous avez le premier mouvement sur le téléphone. La dissimulation du corps, elle, c'est entre 1h34 et 3h54, c'est-à-dire entre 1h33, le dernier mouvement téléphonique, et 4h09. Alors j'avais mis 3h54, j'avais prévu un quart d'heure, parce que il se met en pyjama panda, je pense que de là il se change un peu, voilà, il se passe des choses quoi. Et il n'arrive pas à 4h09, il appelle pas de suite les secours, il se passe quand même un moment où il revient, où voilà, peut-être il est revenu bien avant, hein, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, ça c'était la plage maximum. Et il ne peut que le faire à ce moment-là, c'est pas possible autrement. Donc voilà. Donc ça, c'est si jamais on se tient sur le scénario où on prend en compte le témoignage de Louis, on prend en compte tous les éléments qu'il y a après, la téléphonie, les voisines, tout ça. Par contre, si on prend le scénario de Cédric Jubilard, ça voudrait dire que lui, entre 1h34, mais c'est plausible aussi, hein, entre 1h34 et 4h09, hein, on va dire ça comme ça, c'est à ce moment-là donc qu'il y a la dispute, qu'il y a la sidération, la tétanisation, la dissimulation du corps, tout ça. Il fait tout à ce moment-là. Mais pourquoi mentir sur ces éléments-là? C'est là où il faut trouver la clé qui doit être sûrement en rapport à son scénario si jamais il ment, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une preuve d'intention de donner la mort dans ce créneau-là d'avant, c'est-à-dire de 23h à 1h34. Il doit avoir une clé d'intention qui doit être peut-être la dispute, peut-être le témoignage des voisines, peut-être tout ce qui se passe sur la téléphonie aussi. Voilà. Si on fait une strangulation, toujours pareil, par rapport à est-ce qu'il avait l'intention de donner la mort ou pas. Est-ce que si on fait une clé de coude par derrière, ça change au niveau de l'intention qu'une strangulation par devant? Je me suis posé cette question-là. Et donc, j'ai fait des recherches et la position donc, de l'agresseur devant ou derrière ne constitue pas en elle-même une circonstance aggravante ni un élément de qualification différent. Seul le guet-apens, prévu à l'article 132-71-1 du Code pénal, s'en approcherait. Mais il suppose une attente préparée, organisée à l'avance, ce que rien dans ce dossier ne permet d'établir ici. En revanche, cette différence a une valeur de preuve, c'est-à-dire pas une valeur de qualification. Une clé de coude par derrière évoque un geste plus technique, plus maîtrisé, potentiellement plus rapide dans son effet. Une strangulation manuelle frontale prolongée et répétée, à de nombreuses reprises, comme le décrit le récit de Cédric Jubilard, évoque un geste moins maîtrisé sur le plan technique, mais dont la durée et la répétition posent justement la question de la conscience du risque mortel, déjà traité en détail dans la partie précédente.
du live. Donc, si la version de Jennifer est confirmée, eh ben, ça prouvera qu'il n'était pas en face à face. Est-ce que ça va prouver une intention ou pas, que ce soit par devant ou par derrière? Non, ça ne prouvera rien du tout. Donc ça, c'était important. Après, on va arriver à un autre point essentiel. Alors ça, vous le savez, pour moi, c'est l'élément où on peut dire qu'à ce moment-là, on est plus proche du mensonge que de la vérité. C'est par rapport au téléphone. Quand il dit, j'ai vu, donc il dissimule le corps, il rentre, et il dit, je vois le téléphone de Delphine, et là je l'ai pris avec une paire de boots et un manteau, et je suis allé donc les déposer dans la poubelle d'un voisin, 50 mètres plus loin. Donc ça, pour moi, on est sur l'élément où c'est le plus facile à prouver, comme quoi c'est un mensonge, enfin ça peut être un mensonge, parce que rappelez-vous, donc là, il n'y a aucun doute, même lui le dit, Delphine Jubilard est déjà décédée. Donc, souvenez-vous, à 6h52, son téléphone se rallume par une action manuelle. L'expertise téléphonique et les experts Huawei disent bien que quand le téléphone se rallume à 6h52 et 16 secondes exactement, pour allumer le téléphone, il y a une action manuelle par un code. On fait d'abord un code, puis on allume l'interface. Et ça, c'est fait manuellement. Donc, quand il revient, il n'y a qu'une personne qui a ce téléphone. C'est Cédric Jubilard lui-même. Mais lui, il dit que il a déposé ce téléphone, il a jeté ce téléphone, et donc avant l'arrivée des secours, donc avant 14h09. Donc ce qui voudrait dire, bon ça je vous ai fait une petite vidéo, il y a même le nouveau détective qui a repris mon analyse. Pourtant c'était quelque chose d'assez évident quand même, à la base. Hein. Ce qui veut dire que si c'est vrai ce qu'il dit, il faut que donc la personne, déjà, il y a une personne donc, qui aille dans cette poubelle, donc avant 6h52, qui découvre ce téléphone, qui fasse un code au hasard, paf, qui tombe sur le bon code et qui allume l'interface. Et surtout, qui garde ce téléphone jusqu'à 7h48 au moins, ou sinon il le repose dans la poubelle, mais après il s'éteint à 7h48, il ne se rallumera jamais. Ce qui voudrait dire que cette personne n'a jamais parlé, n'a jamais dit qu'elle avait vu, maintenant on le sait, des boots, un manteau. Ce qui voudrait dire que c'est complètement, pour moi, là c'est du mensonge pur et dur. Là, c'est tellement évident. Il faudrait un concours de circonstances, mais tellement incroyable, sur si peu de temps, la nuit, cette nuit-là, alors qu'on sort à peine du couvre-feu, c'est-à-dire que le couvre-feu, il était jusqu'à 6h du matin, je crois. On sort à peine du couvre-feu. Enfin, c'est infaisable, quoi. Le truc est infaisable. Donc là, pour moi, il ment. Là, je le dis, il ment. Je vois pas comment ça, voilà, je vois pas comment ça peut être possible. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je reviens sur mes plages horaires d'avant, minuit 7, minuit 9, tout ça. Et là, de mentir sur ça, on voit bien qu'il y a un problème avec le téléphone. Parce qu'en disant ça, c'est ce que j'avais mis dans mon analyse précédente, en disant ça, ça veut dire aux enquêteurs, le téléphone, vous l'aurez jamais. Je l'ai planqué ou je l'ai dissimulé à un endroit, vous l'aurez jamais. Et en me disant, et moi, en revenant sur le scénario qu'il dit avant, je me dis, ce téléphone, il a vraiment une importance. Il a vraiment une importance. Et je me dis, alors, peut-être que c'est pour ça qu'il dit qu'il se lève à partir de 1h30. Et que les actions avant qu'il y a eu sur le téléphone, c'est pas lui. Il y a quelque chose avec ce téléphone, ça c'est sûr et certain. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas voir dans ce téléphone. Voilà. Pour moi, ça me paraît d'une évidence. Donc il y a un truc avec ce téléphone. Et d'ailleurs là, en disant ça, mais je ne sais pas comment il va arriver à se défendre par rapport à ça. Là, je me languis de voir ça au procès, comment il va arriver à se défendre. Donc voilà. Ça, c'était un élément quand même très 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 important qui montre qu'à ce moment-là, il y a sûrement mensonge. Et donc le problème, c'est que quand vous avez mensonge sur une partie, donner de la crédibilité sur des aveux qui ne sont pas spontanés, sur des aveux préparés, c'est compliqué. Et donc, et je rejoins la théorie, pour moi, et là ça reste encore mon avis, qu'on est encore sur une stratégie de scénario collée sur le dossier, et pour éviter certaines zones du dossier, pour arriver sur Cédric Jubilard a donné la mort sans intention de la donner. Voilà. Donc merci beaucoup mes petits Colombos, merci énormément pour votre fidélité, pour tout, pour votre bienveillance dans le chat, pour votre réflexion qui permet d'avancer et de réfléchir ensemble. Merci énormément, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nuit. Merci beaucoup modérateur, à très vite, ciao ciao, bonne nuit.
Dans la nuit des écrans, je raconte des ondes, des drames oubliés que le silence encombre, des vies suspendues dans les couloirs du temps, des vérités perdues que j'appelle doucement. Je marche obstiné dans les ruelles du doute, cherchant la lumière au bout de chaque route. Car derrière les crimes, derrière les silences, il reste toujours une trace, une absence. Je suis le corbeau blanc dans la nuit, une voix qui vous parle d'ici. Je cherche la vérité dans le vent, comme un veilleur perdu dans le temps. Mais n'oubliez pas quand je vous parle qu'il y a un homme derrière la toile. Un cœur qui doute, un regard qui voit les cicatrices qu'on ne montre pas. Ces histoires troublantes que je vous raconte sont des échos du monde et de ses ombres profondes. Chaque affaire est un miroir brisé où l'âme humaine se laisse deviner. Car l'homme est un mystère de lumière et d'abîme, un mélange d'espoir et de crime. Et parfois en cherchant la vérité chez eux, je cherche aussi un peu la mienne dans leurs yeux. Je suis le corbeau blanc dans la nuit, une voix qui vous parle d'ici. Je veille sur les silences du vent pour que la justice expire encore un instant. Mais derrière cette voix qui vous guide, il y a un homme lucide, un homme qui doute et qui voit les cicatrices dans ses propres pas. À chercher, à comprendre, comme si la vérité pouvait me défendre, comme si derrière chaque histoire racontée, je pouvais réparer ce qui a été brisé. Et vos mots, vos messages dans la nuit sont des lumières dans ma vie. Car si vous trouvez du sens dans ma voix, sachez que votre présence me guide parfois. Je suis le corbeau blanc dans la nuit, mais je suis aussi un homme dans la vie, avec ses blessures et ses combats, ces cicatrices qu'on ne voit pas. Et si je continue à chercher la vérité, c'est peut-être pour aussi me réparer. Car derrière l'écran et derrière la voix, il y a le corbeau blanc et simplement moi. Et simplement moi. Et simplement moi.